Aujourd'hui, c'est 2020 ou 2021 21. Merde. Si vous n'avez pas un logement en Chine et si vous n'avez pas un appartement en Chine, vous ne trouverez jamais une copine. La tulipomanie. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet d'actualité. Evergrande, une très grande société d'immobilière en train de se faire faillite et son impact sur l'environnement et l'économie chinoise et aussi derrière tous les sujets importants à savoir par rapport au marché immobilier en Chine. La société Evergrande, on va vous présenter un peu qui c'est et qu'est-ce qu'ils font. Alors, la société a été créée en 1993 à Shenzhen, une ville ultra active à ce moment-là par Monsieur Xu Jiaying. Donc, c'est un très bon moment pour rentrer dans immobilière et donc la société a eu beaucoup de réussite grâce à son bonne stratégie de business. Donc Xu Jiaying a fait la fortune très rapidement et en 2009 la société s'est introduite en bourse à Hong Kong. Il s'est levé 70 milliards Hong Kong dollars pour continuer à investir et développer la société. Par contre, cette société, il est face à 305 milliards US dollars de dette aujourd'hui. Donc ça fait 2% du PIB chinois. Vous pouvez imaginer la quantité et le montant de dette, comment c'est important. Depuis quelques mois, les actions de la société a chuté très rapidement. De 2018, il était à 31 Hong Kong dollars et aujourd'hui, il a chuté vers 2 à 3 Hong Kong dollars. Donc la société a perdu beaucoup de sa valeur. À savoir, immobilier fait toujours une partie très importante de PIB chinois. Ça fait à peu près un quart de PIB chinois. Cette société, c'est numéro 2 société dans l'immobilier en Chine et en plus, il touche une très large activité. Ça concerne 200 000 emplois directs et 3,8 millions d'emplois indirects, beaucoup de fournisseurs et beaucoup de clients. Donc il a touché très grande large de secteurs comme football, automobile, tourisme, gestion immobilière, finance, etc., etc. et même santé. Donc il a beaucoup de fournisseurs et aussi les activités qui vont être concernées par cette société. Quand Xu Jiaying a créé la société, il l'appelle Henda. Donc Henda, c'est son nom chinois. Ça veut dire très long et très grand. Alors aujourd'hui, la société, il a resté depuis quelques années et il est très grand aussi. Par contre, son tête est très important aussi. Le 23 septembre, Henda, donc Evergrande, doit payer son intérêt par rapport à ses têtes. C'est à ce moment-là que la banque a découvert que Henda a vraiment du mal à payer son intérêt et il commence à renégocier les conditions avec les banques et investisseurs. Alors, le problème de Henda n'a pas commencé que cette semaine ou depuis quelques mois. Ça fait déjà quelques années qu'il souffre parce que le marché chinois a des bulles entre 30 et 50% parce que l'État chinois ne veut pas que le bulle s'explose. Donc, il voulait mettre en place des réglementations pour réduire le prix de l'immobilier. Par exemple, dans certaines villes, on ne peut pas vendre les appartements avant d'être 5 ans propriétaire de cet appartement. Et aussi, dans certaines villes, on ne peut pas acheter deuxième appartement comme ça. Il faut qu'on paye un impôt, un taxe avant. Donc, tous ces règlements font souffrir beaucoup de constructeurs immobiliers. Mais en même temps, c'est une bonne chose par rapport au marché immobilier en Chine. Sinon, ça fait un bulle et ça va exploser un jour ou l'autre. En 2020 printemps, l'État chinois a sorti encore une nouvelle règle pour durcir la réglementation par rapport à l'accès à crédit. Ça fait vraiment s'ouvrir Henda parce que c'est une société qui a déjà du mal à vendre ses appartements et payer ses fournisseurs. Son fonds de roulement a vraiment du mal à ce moment-là. Donc, avoir encore plus du mal à avoir des crédits, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase de Henda, donc de Evergrande. C'est pour ça la société a face à une vraie difficulté. En même temps, Covid a pas du tout été, Henda non plus, parce que à cause de Covid, le marché immobilier a aussi baissé. Il a même sorti des promotions à 2600 yuan, donc ça fait à environ 300 € le mètre carré pour des logements dans certaines villes. C'est des promotions de fou, mais en même temps, il est obligé de faire ça. Mais malgré toutes ces actions, Henda aura du mal à payer ses dettes et ses intérêts. Il est face à un réel problème. La société va
peut-être se faire faillite. Qu'est-ce qui a poussé Honda jusqu'à la situation d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a un fort impact de ces réglementations de l'État chinois par rapport au marché immobilier. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que l'État chinois a fait une erreur ou c'est mal de faire ça. Je trouve que le prix immobilier en Chine n'est pas normal depuis quelques années déjà. Alors, mes parents, ils ont acheté leur appartement à environ 800 yuan le mètre carré. Et aujourd'hui, le prix immobilier de ma ville, ça vaut à peu près 6000 yuan. Alors aujourd'hui, le prix immobilier de Shenzhen et Pékin, Shanghai, il fait environ 15 000 $ le mètre carré. C'est classé comme le 4e, 5e et 7e plus cher de ville dans le monde, juste après Singapour et Paris. À noter qu'en Chine, quand on vend un logement, on vend le surface construction. C'est pas comme en France où on vend le carré. Ça compte à peu près que 75% de valeur réelle. Si vous achetez 100 mètres carrés, peut-être vous avez que 75 mètres carrés en Chine. Donc si on comptait comme ça, si on réduit encore 25% de surface, on va se retrouver Shenzhen, Pékin, Shanghai, le prix immobilier c'est vers 20 000 et 22 000 $ mètre carré. C'est évidemment plus cher que Singapour et Paris. Donc le prix immobilier c'est vraiment trop cher. Et on va faire une autre comparaison par rapport au ratio prix immobilier et revenu. Hong Kong, cette ratio est déjà très haut, c'est numéro 1 du monde, c'est 44. À Shenzhen, Pékin, Shanghai, ils sont tous à supérieur 45. Et à Shenzhen, il est proche à 80. Donc ça veut dire que le ratio, il est vraiment pas normal. Le prix immobilier est vraiment trop cher. Quand je commence à investir sur l'immobilier en France, quand je comparais les ratios rentabilité et aussi ratio loyer et prix immobilier, je me suis remarqué qu'en Chine, il doit avoir un vrai problème qui existe dans le marché immobilier. Il doit avoir beaucoup plus d'investissement spéculatif que les besoins réels parce que les ratios n'est vraiment pas normal. Alors je vais vous montrer une autre image, c'est la courbe. La croissance immobilière chinoise de 1999 jusqu'à l'année dernière 2020. Le prix immobilier neuf en moyenne de 1999, c'est 1843 yuan. Et aujourd'hui, il est à moyenne 9900. Donc ça veut dire il a multiplié 4 fois en moyenne. Parce que dans les grandes villes, ça multiplie encore plus que dans les petites villes tout perdu. C'est un investissement tellement rentable. C'est pour ça il y a beaucoup de riches qui aiment bien investir dans l'immobilier. Puisque l'immobilier, c'est un très bon levier d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans l'immobilier chinois et ça fait pousser l'immobilier marché vers encore plus haut. Et aussi, il y a un phénomène qui est assez drôle en Chine. On l'appelle belle-mère phénomène en Chine. C'est beaucoup de belles-mères chinoises. Elle veut absolument que sa fille se marie avec un mec qui a déjà un logement, qui a déjà un appartement. Donc si vous n'avez pas un logement, vous n'avez pas acheté un appartement, vous aurez du mal à trouver une fille en Chine. Et ça, c'est la réalité pendant quelques années en Chine, surtout dans les grandes villes. Comme le logement devient de plus en plus cher, tous les belles-mères chinoises veulent stabilité et belle vie pour leur fille. Donc, la phénomène belle-mère chinoise est comme ça. Donc, ça a poussé aussi beaucoup de jeunes garçons travailler dur et la famille de jeunes garçons travaille dur pour acheter un appartement en Chine. Comme il y a le besoin réel, et ça a poussé le prix vers plus haut aussi. Et dernier élément pour pousser le logement chinois à des prix très très hauts, c'est des investisseurs spéculatifs. C'est aussi des opportunistes. Comme le prix est toujours en croissance, comme il y a beaucoup d'argent, donc les investisseurs se sautaient dans l'immobilier, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent. Quand au début, leur réglementation n'était pas aussi dure, ils achetaient, ils revendaient pour faire de l'argent rapide. Tout ça, ça a poussé des prix de plus en plus chers et tout ça, ça a envoyé Evergrande à des difficultés et des têtes de plus en plus graves parce qu'ils continuaient à entêter et continuaient à investir et continuaient à construire. À 17e siècle, Pays-Bas a eu un gros problème, souci économique à cause de ces pulls. Si l'État chinois ne veut pas s'arrêter ça ou ne fait rien, beaucoup d'investisseurs spéculatifs vont continuer de rentrer, ça va s'exploser, avoir un impact très grave sur le marché et l'économie chinoise aussi. Le problème de Honda Evergrande aujourd'hui, c'est sûrement lié ou essentiellement lié à la réglementation chinoise. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Je pense qu'on va laisser le temps de juger. Et Evergrande Honda a cherché aussi ses problèmes parce qu'il est trop entêté depuis le début. Il est entêté partout par la banque
ses fournisseurs, ses clients, partout. Donc ce qu'on voit aujourd'hui sur les news, c'est qu'il y a beaucoup de clients chinois, donc les personnes qui ont acheté des logements auprès d'Evergrande, ils réclament leur logement parce qu'ils ont payé avec beaucoup de dettes et beaucoup de fortune pour acheter un logement en Chine. C'est comme on achète un logement en France ou ailleurs. Quand on achète un appartement, c'est quand même un achat très important dans la vie. Donc ça peut impacter beaucoup de personnes en Chine et ça peut créer un problème vraiment important sociaux. Qu'est-ce que c'est l'impact de problème Henda? Alors de 1, on ne sait pas si Henda va vraiment se faire faillite ou pas parce qu'il est en train de négocier les conditions avec des banques. Alors c'est des négociations internes, donc on ne peut pas savoir comment ils négocient réellement, mais apparemment ils ont trouvé des terrains d'accord que Henda va repousser la date qui rembourse les intérêts, donc ça les laisse un peu de temps à retrouver des fonds, peut-être éventuellement à trouver des espoirs de continuer à sauver la société. Est-ce que l'État chinois va sauver Henda ou Evergrande? Pour l'instant, on ne sait pas. On sait que l'État chinois, pour l'instant, ils n'ont rien fait, mais ils sont capables de faire quelque chose pour aider la société de sortir de cette situation. Mais il y a un fort enjeu entre l'État chinois et cette grande société en Chine. L'État chinois veut montrer sa puissance, mais en même temps, il ne veut pas que les sociétés, des grandes sociétés monopolisent le marché. On voit bien comment ça se passe avec Alibaba et on voit bien comment ça se passe Henda. Il voulait montrer à toutes les sociétés que même si vous êtes grand, vous pouvez se faire faillite à cause d'une réglementation chinoise. Ça, c'est la puissance chinoise. Deuxième enjeu, c'est l'État chinois veut stabiliser le prix immobilier aussi. S'il aide la société comme Evergrande, est-ce que c'est pas contre ce qu'il a envie de faire? Troisième enjeu, c'est si l'État chinois commence à aider Henda, si l'État chinois donne un exemple qu'il peut aider, même si les sociétés font exprès de trop entêter, ça donne un mauvais exemple à des autres sociétés immobilières. Il y a beaucoup d'enjeux, on ne sait pas si l'État chinois va faire quelque chose, mais je suis sûre, si Evergrande se fait faillite, et ça crée beaucoup de problèmes polémiques derrière, et ça crée beaucoup d'impacts économiques négatifs sur l'économie chinoise, dans ce cas-là, l'État chinois est obligé de sortir ses fortunes pour aider certaines sociétés à sortir de cette situation. C'est pas les crises économiques que l'État chinois attendait face à ce problème. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense que le problème de Henda Evergrande aujourd'hui n'est pas le même problème que Lehman Brothers à 2008, et je pense que l'État chinois est très différent que l'État USA. L'économie est complètement différente. Donc on va continuer à suivre ce sujet, on va continuer à vous parler d'économie chinoise. Merci beaucoup et je suis très contente de vous partager ce sujet. Abonnez-vous et à très bientôt sur la chaîne Kung Fu Company. Au revoir.